Dans la précédente vidéo, on a abordé les fonctions. On a vu leur utilité et on a appris à créer nos propres fonctions. Dans cette vidéo, on va appliquer les fonctions à notre projet du pendu. Mais avant, j'aimerais apporter quelques éclaircissements sur l'utilité des fonctions. Tout d'abord, partons sur l'utilité présentée précédemment. En premier, on a vu que les fonctions permettent de factoriser le code. Ensuite, on a vu qu'il permet d'éviter la répétition. Mais on peut également lui ajouter le fait qu'elle permet d'ordonner et de structurer le code, ce qui est fortement lié à sa toute première utilité. Et c'est l'éclaircissement que je tenais à apporter. Il a été dit précédemment que les fonctions permettent de casser la structure de code en deux briques de code que l'on assemble ultérieurement. Mais il faut noter que cela se fait de façon très ordonnée. Chaque fonction doit contenir l'ensemble des tâches et opérations nécessaires à l'exécution d'une action et une seule particulière de notre programme. Voyons ensemble comment cela se passe en pratique. Prenons l'exemple d'un programme qui exécute trois actions: récupérer une donnée utilisateur, effectuer une opération avec la donnée récupérée et retourner un résultat. Supposons que chaque action se compose de trois tâches. Comme vu ici, l'action 1 est essentiellement composée de la tâche 1, 2 et 3 et on peut se dire que l'action 1 c'est l'action de récupérer la donnée utilisateur. Ensuite, on aura l'action 2 qui est composée de la tâche 4, 5 et 6 qui sera d'effectuer une opération avec la donnée utilisateur récupérée dans l'action 1. Ok? Ensuite, on aura l'action 3 qui sera là tout simplement pour retourner le résultat issu de l'action 2. On peut se dire que en créant trois fonctions, fonction 1, fonction 2, fonction 3, la fonction 1 ayant la tâche 1, 4, 7, la fonction 2, la tâche 2, 5, 8, et la fonction 3, la tâche 3, 6 et 9, qu'on va regrouper dans le programme principal, on peut se dire que par là, on a factorisé le code, ce qui n'est point le cas. Pourquoi cela? En vérité, oui, certes, on a eu à casser notre programme en deux fonctions. Oui, mais les fonctions sont très mal structurées. En ce sens que la fonction 1 en réalité ne regroupe pas des tâches effectuant une seule et même action. Donc, lorsqu'on va lancer notre programme, supposons que dès le lancement du programme, le programme rencontre une erreur dès la première action, c'est-à-dire que la récupération du données utilisateur. En ce moment, il nous serait très difficile de savoir d'où vient exactement le problème. Mais alors, comment bien factoriser un code? Donc ici, on décide de créer trois fonctions, ok? Une première fonction qui s'appelle getData, la deuxième fonction makeOperation et la troisième fonction returnData. Ok? Donc vous l'aurez deviné, la toute première fonction va réunir la tâche 1, la tâche 3, qui est équivalent à l'action 1, récupérer la donnée chez l'utilisateur. Et la deuxième fonction réunira la tâche 4, 5 et 6 qui répond à l'action 2 et la tâche 7, 8, 9 est regroupée par la troisième fonction qui va répondre à l'action 3. Ensuite, on réunit toutes ces trois fonctions à l'intérieur de notre programme. Donc, vous voyez déjà même que les noms des fonctions en réalité donnent leur utilité et c'est même comme ça qu'il est conseillé de procéder. Lorsque vous créez une fonction, nommez la fonction par sa fonction principale, c'est-à-dire la tâche qu'elle doit exécuter. Donnez-lui le nom de la tâche qu'elle doit exécuter. Là, par exemple, en anglais, je l'ai dit getData, récupère la donnée. Et là, j'ai dit makeOperation, effectue une opération et returnData, retourne un résultat. Ok? Donc, on va retourner maintenant sur notre programme du pendu pour ensemble factoriser notre code. Nous voilà devant notre projet, le pendu, voilà. C'est le code qu'on avait fait dernièrement, voilà, avec l'amélioration. Donc, rien n'a été retouché, c'est exactement le même code qui est sous nos yeux, d'accord? Donc, ensemble, on va analyser la structure du code pour voir l'amélioration qu'on peut y apporter à l'aide de fonctions, d'accord? Donc, rappelez-vous, la fonction sert d'abord en premier, soit à refactoriser un code, soit à éviter les répétitions avec le principe dry, don't repeat yourself. C'est un principe de Python, d'accord? Alors, donc, si on analysait la structure de notre code, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, on voit que notre code se décompose en des parties bien distinctes. La première partie, on peut le voir, c'est depuis là jusqu'ici, ok? Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On génère tout simplement le mot mystère. Donc là, on génère le mot mystère de nous-mêmes. Donc c'est une étape cruciale de notre programme.
Ensuite, on récupère la donnée utilisateur, d'accord? C'est une deuxième étape. Et ensuite, on fait les tests sur la donnée utilisateur pour tirer des conclusions. OK? Donc, c'est la troisième étape. Donc, on peut dire qu'en réalité, notre programme fonctionne en trois étapes. Mais on va tout simplement considérer qu'il n'y en a que deux. D'accord? Pourquoi est-ce que je vais considérer deux? Parce que là, on ne fait pas de traitement sur la donnée utilisateur que l'on reçoit. Donc, c'est tout simplement récupérer et renvoyer la donnée. Donc, on va dire simplement que bon, cette partie, on peut le mettre dans la fonction principale, ça va pas poser de problème, ok? Donc, on va considérer seulement deux parties. La première partie, la génération du mot mystère, et la deuxième partie qui n'est nulle autre que les tests et la validation du mot entré par l'utilisateur, d'accord? Donc, on va créer ici, je vais créer du moins à mon niveau, vous pouvez le faire comme vous le voulez, et je vous conseille quand même de créer un autre fichier, voilà, qu'on va nommer ensemble, et je vais appeler ce fichier pendu game, d'accord, V2, d'accord. Donc elle va garder le même nom, le pendu game, et je vais le donner un numéro de version qui est v2.py, ok. Voilà, donc voilà notre projet pendu game v2.py. Maintenant, étant donné que je tiens quand même à le faire, je vais fractionner mon éditeur en deux, voilà. Donc là, on aura à gauche l'ancien code, là on aura à droite le tout nouveau. Puisque c'est tout simplement refactorisé, on va pas changer drastiquement les choses. Tout ce qu'on va faire, c'est juste prendre les choses ici et les remodifier là, d'accord? Donc, rappelez-vous, on va diviser deux fonctions. La toute première fonction qu'on va créer, ce sera la fonction qui va générer le mot mystère, d'accord? Donc, comme je vous ai dit, les fonctions doivent nativement prendre le nom de la tâche qu'elles accomplissent. Ok, donc je vais dire def generate mystery word. Ok, donc il est conseillé de nommer les fonctions en anglais, mais vous pouvez le faire aussi en français, il n'y a aucun souci. Voilà, donc on va dire def generate mystery word. Et maintenant, on va se demander de quoi aura besoin cette fonction pour bien fonctionner. Pour comprendre cela, vous pouvez retourner là et vous allez voir qu'est-ce que vous utilisez à l'intérieur pour générer tout ça. D'abord, pour générer cela, on a besoin d'un mot. C'est le premier paramètre. OK? On a ensuite besoin de la taille d'un mot et également ça, c'est une variable qu'on va définir à l'intérieur, c'est pas un problème. Donc, on a besoin de beaucoup de données. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais permettre à ma fonction de choisir le mot aléatoirement de lui-même et de retourner quelque chose. Donc, je ne vais pas passer plusieurs paramètres, je vais seulement passer un dictionnaire de données. Donc, je vais dire à la fonction que tu dois attendre un dictionnaire. Voilà. Et là, je fais deux points et je reviens à la ligne. OK? Et maintenant, là, je vais faire Alt Z. Voilà. Ça permet en réalité de faire un retour à la ligne automatiquement sur Visual Studio Code. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on va lui dire? Tu as récupéré cela. Maintenant, il va falloir que tu choisisses aléatoirement à l'intérieur du dictionnaire qu'on va te passer un mot que tu vas masquer et tu vas retourner. D'accord? Donc, pour le faire, rappelez-vous, on avait vu le module random précédemment. On avait vu que random permettait de choisir aléatoirement des données arbitraires, voilà. Mais on avait fait l'exemple sur des valeurs numériques, ok? Mais là, on a un dictionnaire de mots. Comment est-ce qu'on peut le faire? D'abord, il y a, bon, disons qu'il y a plusieurs approches, ok? La première façon de procéder, c'est tout simplement en utilisant random, d'accord? Je vais importer déjà le module random, voilà. Donc, la première façon de procéder, on va utiliser random et on va l'utiliser dans le même sens qu'on avait fait dernièrement, d'accord? C'est-à-dire que dernièrement, si vous vous souvenez très bien, euh, il me dit que le module random n'est pas indenté, voilà, donc c'est bon. Donc, dernièrement, si vous vous souvenez, on avait utilisé random, ok, point randint, d'accord? On avait dit que choisir aléatoirement entre une valeur minimale et une valeur maximale. En fait, on peut toujours le faire ici. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire la valeur minimale, ça sera 0. Parce qu'en fait, notre dictionnaire, c'est une liste, voilà, qui part de 0 à n-1. Et donc, on va lui dire, et la valeur maximale, ça sera len de dictionnaire moins 1. D'accord?
Quand je dis l'un de dictionnaire moins 1, pourquoi j'ajoute le moins 1? Parce qu'en réalité, le module random, en fait, va choisir aléatoirement entre la valeur minimale et la valeur maximale. Valeur minimale inclus et valeur maximale inclus. Alors que si on part à la valeur maximale, ça va correspondre à la taille maximale de cela. Par exemple, dans notre exemple ici, on a combien de caractères? On a 6. Donc, si on part à 6, il va choisir un index de 6, ce qui va lever une erreur parce qu'en réalité, Python numéro de 0 à n-1. Donc, la valeur maximum qu'on a ici, c'est 5 et non 6. Donc, si on essaie de faire dictionnaire de 6, il va lever une erreur, ce qui est bien normal, puisqu'en réalité, le 6 en soi n'existe pas. Voilà, donc on est en dehors des marges accessibles du dictionnaire. D'accord? Donc, on va laisser ça ici. On va récupérer ce qu'on va appeler un index. Donc, on va dire simplement que ce que tu vas avoir ici, tu vas l'appeler index. OK? Et à la fin, on va dire que le mot que tu vas choisir, ça sera tout simplement dictionnaire de index. Voilà. Donc, lorsqu'on dit choisir dictionnaire de index, et on peut déjà tester ça ici, vous allez voir. Si j'appelle generate mystery word, ok, d'abord je vais le demander d'afficher le mot qu'il a choisi. Je vais dire affiche mot, question, et là, je vais le passer une liste, voilà, aléatoire de données, secret, et en deuxième, je vais dire caché, en troisième, je vais dire mystère. Ok, voilà. Donc, si je lance le programme, il va choisir aléatoirement une donnée et là, il me dit qu'il a choisi mystère. Si je relance à nouveau le programme, il me dit cette fois-ci secret et si je relance, il me dit secret à nouveau. Si je relance, il me dit mystère. Si je relance, il me dit caché. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc, je vais masquer ça, voilà, l'onglet, parce qu'il ne sert pas. Voilà. Donc, là, vous voyez que on a procédé et on a choisi aléatoirement une valeur dans le dictionnaire qui sera passé. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que il y a la deuxième approche qui est un peu plus facile que la première. Ce que je vais faire, c'est que je vais commenter tout ça. D'accord? Et je vais simplement venir dire que mot ici, bah, c'est égal à random. Voilà. Point choice de dictionnaire. Voilà. Et là, si je réimplémente, je l'exécute à nouveau, j'exécute. Oh oui, bien sûr, puisque je l'ai masqué aussi, il faut que je réaffiche le mot. Voilà. Donc, je vais nettoyer la console et je vais réexécuter. Si je relance l'exécution, voilà, il est sans doute clair que à partir de cela, il tire également aléatoirement. Il me dit secret. Si je relance, il va me dire secret à nouveau. Voilà, j'ai pas beaucoup de données aussi. Et là, il change, il me dit mystère. Donc, choice en réalité, c'est une fonction du module random qui permet de faire un choix. Mais attention en réalité, choice ne marche que si vous le passez une séquence. Ok? Elle ne marche qu'avec les séquences. Les tables de hash, ça sera plus compliqué. Donc, ne le passez que des séquences et uniquement des séquences. Ok? Voilà. En fait, dans séquence, j'entends beaucoup de choses. Vous pouvez également le passer, comme je vous ai dit, une chaîne de caractères qui est considérée comme une séquence parce qu'en fait, c'est une séquence en soi. Donc, si je commande ça et que je lui passe carrément la chaîne secret elle-même, vous allez voir que si j'exécute ça, il va choisir un seul caractère dans la chaîne. Il va me dire E. Voilà. Si je le lance, il me dit E. Si je le lance, il me dit S. Voilà. Donc, les chaînes de caractères sont des séquences. Donc, il va pas planter pour ça. Mais si vous le passez d'autres types de données, là, il y aura un problème. Voilà. Donc, là, on a vu deux approches pour le faire. Moi, personnellement, je vais garder la dernière approche avec la fonction choice. Voilà. C'est un choix personnel. Voilà, à vous de voir ce qui vous convient le mieux et de le faire. Donc, une fois que le mot est choisi, c'est déjà très bien. Maintenant, je me permets de supprimer ça. D'accord? Voilà. Et on continue. OK? Le mot est choisi. Maintenant, après avoir choisi le mot, qu'est-ce qu'on fait? On lui demande, on calcule la taille du mot en question. D'accord? Donc, on peut copier ça et venir le coller en soi. Rien ne change ici. OK? Mystère aussi, rien ne change également. Là, on fait un copier-coller simplement, sans problème. Donc, je viens coller ça
Et également, je vais apporter ça à l'intérieur avec toujours copier-coller sans compliquer les choses. Voilà, je suis un peu paresseux, désolé, c'est pas de ma faute. Et voilà, donc là, je lui dis, fais ça, ok, si, voilà, c'est ça. Voilà, donc si c'est le cas, tu fais ça, mais ça aussi, ça doit être à l'intérieur. Voilà, l'appareil social des conséquences, il va falloir tout revérifier après. Voilà, donc c'est cool, c'est correct, ok? Donc à partir de là, on a généré déjà notre mot mystère. Donc on va utiliser maintenant la fonction que il nous retourne les données. Voilà, mais qu'est-ce que la fonction doit retourner? Rappelez-vous, la fonction ne doit pas seulement retourner que mystère, puisque là, dans la fonction principale, on utilise à la fois mystère et mot. Donc, on va lui demander, fais-nous un return de mot, virgule, mystère. Voilà. Donc là, la fonction va retourner et mot et mystère. D'accord? Donc, si on récupère ça ici et qu'on print maintenant, étant donné que j'ai enlevé la fonction print à l'intérieur, il va falloir que je le print de l'extérieur où on aura deux soucis d'affichage. Voilà. Donc, si je le lance, voilà, il me dit qu'il a choisi mystère et voici le mot haché M, M étoile, S étoile, E étoile, E. Voilà. Donc, si je relance la fonction, il va retourner toujours deux données, le mot correct et le mot haché. Voilà. Donc, voilà ce qu'il va faire. C'est cool. D'accord? Donc, déjà, la première partie, c'est bon. Maintenant, après ça, on va définir la deuxième fonction. La deuxième fonction, elle sert à quoi? Tout simplement, checker et tester le mot. C'est-à-dire qu'on va appeler la première fonction avant de demander à l'utilisateur d'entrer un mot, puisqu'on aura besoin du mot et du mystère pour interagir avec notre utilisateur, notre joueur. Maintenant, une fois que le joueur va passer les données, on va appeler maintenant la deuxième fonction qui va tester les données et retourner une valeur. Cette fois-ci, je vais l'appeler checkIt pour dire teste-le. Voilà, c'est pas très original, mais on le fait comme ça. Alors, de quoi est-ce que checkIt aura besoin? Pour le comprendre, c'est pas compliqué du tout. Ok? Il suffit simplement que vous veniez dans l'ancienne fonction qu'on a ici et que vous vérifiez de vous-même. À partir de là, qu'est-ce que vous utilisez et qu'est-ce que vous n'utilisez pas. Ok? Donc, on va dire que checkIt aura besoin évidemment de mystère, puisque mystère est passé. Il aura besoin du mot, puisqu'on dit le mot à l'intérieur, et toujours du mot utilisateur qu'on a ici. Donc, on aura besoin de trois données. Le mystère, le mot utilisateur. D'accord? Donc, on va lui dire que tu vas récupérer en tout premier point mot. D'accord? Bon, je vais passer mystère. En fait, l'ordre n'a pas d'importance, mais je le préfère ainsi. Ensuite, tu vas récupérer mot et enfin, tu vas récupérer ce que j'appelle le user try. En fait, je mélange un peu le tout, voilà. C'est-à-dire que j'ai tantôt des mots français, tantôt des mots anglais. C'est pas vraiment un problème, mais bon, je préfère le garder ainsi puisque je vais copier tellement de choses ici. Et si je modifie ça, j'étais tenté de placer ici mystery, mais si je le fais, j'aurai des soucis lors des copies, alors que j'ai pas envie de tout retaper moi-même. Voilà, ça va rallonger la vidéo et c'est pas mon idée. D'accord? Donc bon, on revient là à la ligne, on va le faire comme ça, c'est pas un problème en soi. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? Cette fois-ci, regardez ici, lorsqu'on testait les données, on affichait directement des résultats. C'est-à-dire qu'on printait ça. Et là, on faisait des prints directement. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut faire dans une fonction. Dans la fonction, en fait, on veut se contenter de retourner des données. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va formater notre fonction de sorte à ce qu'il retourne et des données et un résultat. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on attend de la fonction qui nous dit si oui ou non l'utilisateur a vrai ou faux? Est-ce qu'il a trouvé ou est-ce qu'il n'a pas trouvé? S'il a trouvé, qu'est-ce qu'on lui dit comme message? S'il n'a pas trouvé, qu'est-ce qu'on lui dit comme message? Voilà. Et là, il est clair qu'il y a beaucoup de cas. Par exemple, lorsqu'il trouve, c'est simple. Félicitations, vous avez trouvé le mot caché. Mais lorsqu'il ne trouve pas, on a plusieurs messages. D'abord, on peut lui dire, désolé, le mot entré ne correspond pas. Ça, c'est d'abord lorsque le nombre de caractères qu'il a entré ne correspond pas. Donc là, il n'aurait pas trouvé, c'est évident, puisque le nombre de caractères déjà ne correspond pas. On ne teste pas, il a faussé. Et là, maintenant, si il entre les données qui correspondent pas, on lui dit que désolé, vous devez entrer le mot contenant un nombre de caractères
et là, le mot entier ne correspond pas. Ok, donc je m'étais trompé dans les messages. C'est plutôt là qu'on lui dit que le nombre de caractères qu'il a entré ne correspond pas. Et en dessous aussi, on dit que le mot entré ne correspond pas. Donc, en cas d'échec, on a deux types de messages. Et en cas de succès, on a un seul type de message qu'on lui retourne. Félicitations, vous avez trouvé. D'accord? Donc, cela est très simple. Ce qu'on va faire, c'est que on va définir deux variables. La première variable, je vais l'appeler status, d'accord, qui va définir le statut de savoir si l'utilisateur est vrai ou faux. Par défaut, je le mets false pour dire qu'il a faussé par défaut. Et la deuxième variable, ça sera tout simplement msg ou message, d'accord, qui sera le message qu'on va retourner à l'utilisateur. Par défaut, je le place à none. C'est-à-dire que par défaut, on n'a aucun message qu'on va lui retourner. Donc, on va d'abord tester la première partie si d'abord la taille correspond, d'accord? Et on le copie, on fait CTRL-C, on vient, on colle ça à l'intérieur, d'accord? Donc, on lui dit que si déjà le len de mot utilisateur qui est là, mais déjà j'ai remplacé ça par user try. Donc, je vais dire si user try, ok, est là à molen. Et là, voyez-vous que là maintenant on a un problème. Puisque molen ici, dans notre fonction principale, molen était accessible, puisqu'il était dans la fonction principale. Donc, on avait accès à ce mot-là partout. Voilà. Donc, molen ici était accessible, puisqu'il était dans la fonction principale. Donc, on avait accès à la variable de tous les niveaux de programme. D'accord? Ce qui n'est pas le cas ici, puisque là, on est dans une fonction. Voilà. Donc, on va voir un petit peu les permissions d'accès aux variables un peu plus loin. D'accord? Mais sachez que là, molen n'est pas accessible, puisque à l'intérieur d'une fonction, il n'est pas permis à la fonction d'avoir accès à des variables externes. Voilà. Puisque on peut appeler la fonction de n'importe où, et lors de l'appel, il lui est difficile de savoir quelle est la variable qui lui est accessible. Donc, à la définition de la fonction, on ne peut pas déjà savoir quelle variable est accessible depuis l'extérieur ou non. Donc, il ne peut pas avoir accès à une variable externe. D'accord? Donc, seules les variables locales sont permises. Donc, mot len, on s'oblige de le recalculer. On va dire len en fait le mot. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. OK? Et là, on va remplacer ça. Voilà. On va remplacer ça ici aussi par len de mots. C'est un peu répétitif, je sais. On aurait pu créer une variable et utiliser la variable, mais bon, c'est pas si grave que ça. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit ici? On lui dit que si le mot utilisateur ne correspond pas, ce qui est sûr, c'est ça. Et ben, dans ce cas, tu fais ça. Mais cette fois-ci, on va pas faire de print. On va tout simplement lui dire que c'est msg qui sera égal à ça. Et là, j'enlève la parenthèse fermante. Et donc, je lui dis que si msg ne correspond, si le nombre de caractère ne correspond pas au nombre de caractères du mot, et ben dans ce cas, tu vas le retourner, tu vas placer dans le message, désolé, vous n'avez pas entré, vous devez entrer un mot contenant l'un mot caractère. Voilà, c'est ça. C'est pas compliqué, d'accord? Et maintenant, après, qu'est-ce qu'on lui dit? Étant donné que dans ce cas, il aurait tout faux, puisque de toute façon, si déjà la taille des caractères ne correspond pas, ben, on suppose qu'il a perdu déjà, donc pas besoin de continuer. On va dire automatiquement à la fonction, si cette condition n'est pas respectée, ben, je veux que tu fasses un return de, d'abord, statut, ok, et que tu retournes msg, et ensuite tu vas me retourner mystère. Pourquoi est-ce qu'on retourne à nouveau mystère? Rappelez-vous, en fait, dans la suite de la fonction, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on va tester tout cela, on redéfinit à l'intérieur ou à l'extérieur un mot mystère. Donc, le mot mystère qu'on redéfinit à l'intérieur, là, doit être utilisé dans la prochaine implémentation de la boucle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que là, par exemple, qu'il est trouvé ou qu'il n'est pas trouvé, à la sortie de la boucle utilise à nouveau le mot mystère. Donc, on implémente toujours le mot mystère à l'intérieur de la fonction. Donc, la fonction doit tout le temps retenir le mot mystère pour permettre à la boucle de pouvoir boucler sans problème. Sans quoi, en fait, elle va planter à un certain moment puisque elle va chercher la variable mystère qui ne serait pas définie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si la condition n'est pas respectée? D'accord? Si la condition n'est pas respectée, on rentre dans ce else. D'accord? Dans ce else. Mais ici, on ne va pas faire de else. Pourquoi est-ce qu'on ne fera pas de else? Parce que on a déjà retourné
un état. D'accord? C'est quoi cette partie? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, le return que j'ai fait ici empêche à la fonction de continuer au cas où la condition est respectée. C'est-à-dire que si la condition est respectée, la fonction va exécuter cette partie-là et à partir de là, elle va tout simplement arrêter et retourner. Elle va plus exécuter la suite du programme. Voilà. Rappelez-vous, tout ce qui se trouve après le return n'est plus exécuté. Maintenant, la condition pour qu'elle continue la suite les autres instructions, c'est que cette condition ne soit pas respectée. Donc, si elle n'entre pas dans cette condition, automatiquement, on est dans le L. C'est que cette condition est respectée et que la taille des caractères correspond bel et bien. Donc, c'est pas compliqué du tout. Donc, ici, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le if, user, tout ça. On va copier tout ça. Voilà. Jusqu'à là. Ok, je peux faire ça. Mais bon, je pense que je vais le faire d'abord individuellement. On va d'abord faire le if ensemble et ensuite on va faire le else. D'accord? Donc, CTRL C, cette partie, et je reviens ici, que je vais revenir là, et je vais faire CTRL V. Voilà. Oh là là. Là, pareil, ça. Les copier-coller, c'est un peu fatigant souvent, hein. Donc là, je lui dis maintenant que si ça, c'est pas respecté, oh là 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 là. Tout ça, c'est très fatigant en fait. Donc, il va falloir que je vérifie que les indentations se suivent correctement. Mais vous, honnêtement, je vous conseille de retaper le tout à la main. Voilà. Ne faites pas comme moi. Parce qu'en fait, c'est bien de vouloir faire ça, mais surtout que vous risquez de vous entremêler les pinceaux. Donc, c'est juste cette partie-là. Voilà. Ou bien si vous êtes sûr que vous pouvez aussi copier-coller et tout simplement revérifier tout ça sans souci, vous êtes invité aussi à le faire. Voilà. Donc, en temps normal, il n'y aurait pas de problème. Et là, c'est un Elsa qui doit un peu sortir. Et celui-là aussi doit être là. Et ce print-là, ok, c'est un print du if. D'accord, donc c'est bon. Ok, donc ce print-là, c'est un print for plutôt. Voilà. Bon, donc de toute façon, on va le lire ensemble, on va le corriger. Donc là, c'est pas mot utilisateur, mais c'est user try. Donc user try le mot, voilà. Donc, cette fois-ci, si le mot utilisateur est différent de mot, et ben, dans ce cas, tu vas sauvegarder mystère dans mystère backup et tu vas purger mystère. Et une fois que mystère est purgé, tu vas ici placer ça en laine de mots. D'accord? Et là, toujours user try. Voilà, ici utilisateur. Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit que si user try de i est égal à mot de i, dans ce cas, tu vas tester si i est supérieur à 0. Si c'est le cas, alors tu vas dire que, ici encore, user try, tu diras que tu vas tester en nouveau si mot de i-1 est égal à essai utilisateur de i-1. Si c'est le cas, alors tu diras que mystère, tu concatènes mot de i à mystère. Sinon, tu concatènes en fait mystère backup de i à mystère. Et dans le cas contraire, le else ici, tu vas venir là et tu vas dire mystère plus égal à mystère backup i. Voilà. Donc, dans le cas contraire, on concatène mystère backup de i. Et sinon, c'est-à-dire que si ça ne correspond pas, si le mot, si le caractère de i ne correspond pas, alors on va dire simplement que on va concaténer le mystère backup. Maintenant, on sort à la fonction et on dira que désolé, le mot entré ne correspond pas. C'est-à-dire qu'on va accepter les données et on va lui dire quand même qu'il a faussé. Donc là, ici toujours, on va dire msg égale à ça. Donc, si c'est pas le cas, tu vas formater msg, tu dis que msg est égal à ça. D'accord? Et enfin, on va venir vérifier la dernière partie, le sinon. OK? Alors, là aussi, on peut le faire exactement comme de l'autre côté. C'est-à-dire que on peut retourner et on peut retourner à partir d'ici pour éviter de placer le else. Sinon, bah, on place le else directement. Ça revient à la même chose. Mais les bonnes pratiques,
je dirais ici return. Si ça c'est bon, alors, du moment que tu es dans la boucle, bah, tu vas retourner et status, d'accord, et MSG, d'accord, et mystère, toujours mystère se retourne à chaque étape. Et maintenant, on va lui dire que sinon, si, et ben, en fait, c'est-à-dire que si c'est pas le cas, c'est que forcément il a trouvé. Donc, si le mot utilisateur n'est pas différent déjà, donc il a trouvé le bon mot. Et dans ce cas, on va dire que MSG simplement serait égal maintenant à ça. OK. Donc, je fais CTRL-C. Je viens là, je colle ça avec CTRL-V. Et en dessous maintenant, je vais dire que status est égal à true. Voilà. Et toujours, je fais return de MSG. Non, toujours dans l'ordre, status, OK, MSG, et enfin, mystère. Voilà. Donc, là, c'est très simple à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que ce n'est qu'à cette partie que j'ai modifié la valeur de statut. Pourquoi? Parce que dans tous les autres cas, l'utilisateur n'a pas trouvé. Donc, il a échoué. Donc, tant qu'il perd, statut reste à false. Donc là, j'ai pas perdu de temps à le modifier puisque la valeur par défaut de statut étant à false, bah, on le laisse toujours à false et on le retourne. Et là aussi, je l'ai pas modifié puisqu'il n'a pas trouvé. Donc, statut ne change pas. Il est toujours le même. Mais par contre, là, il l'aurait trouvé, donc on change statut à true et on retourne ça directement. Donc, c'est simple, aussi simple que ça. Donc, vous allez voir que si, par exemple, je print ça, d'accord, et je vais faire input ici, de entrée donnée, d'accord, c'est juste un exemple que je vais vous donner pour qu'on puisse avoir quelque chose. Là, je vais dire mot égal à ça. Et je vais appeler ma fonction que je vais déjà dire checkIt. Donc, je vais appeler la fonction checkIt. Et je vais dire que checkIt doit prendre un mystère. Rappelez-vous, mystère ici est retourné ici. Mais à quelle position déjà? En deuxième. D'accord? Donc, checkIt va prendre en premier mystère. Donc, je dirais qu'il va prendre d'abord mystère mot. Donc, pour le faire, il va falloir que je récupère quand même cette donnée-là quelque part. Bon, donc, j'ai pas le choix. Donc là, j'ai dit mot mystère. Donc, je dirais ici que mot, virgule, mystère, d'accord, est égal à ça. Et maintenant, je vais venir faire print de mystère. Voilà. Et cette fois-ci, je vais passer mystère. Ensuite, mot. Ensuite, user try, je vais appeler également mot. C'est bizarre quand même qu'il y ait deux mots. Donc là, je vais l'appeler mot underscore. Et je vais l'appeler mot ici underscore. Voilà. Donc, on va checker ça pour voir la donnée qu'il va nous retourner. C'est pas compliqué. Donc, si je lance le programme, d'accord. Donc, il va choisir un mot. Il me dit ça, donnée que je vais entrer. Si je rentre directement mystère, il ne dit rien du tout. En fait, c'est correct puisque je l'ai appelé, il a retourné des données que je n'ai pas affichées. Donc, je vais faire un print de ça. Donc, si je dis affiche-moi les données que tu vas recevoir, normalement, ça ne devait pas causer, ça ne doit plus causer de problème. Je vais relancer ça quand même et on va voir ça ensemble. Donc là, il me dit caché, je dis caché, je trouve le mot. Il me dit true, félicitations, vous avez trouvé le mot caché. Et il me retourne en donné encore caché. Parce que, rappelez-vous, il retourne toujours le mot enfin. Donc, il retourne toujours mystère et tout ça. Par contre, si je lui dis non, caché, si je dis c'est, d'accord, et je lance, il me dit désolé, vous devez entrer un mot contenant 6 caractères. Donc, déjà, ça c'est bon. Et si je lance ça, et cette fois-ci, je rentre un mot contenant 6 caractères, c'est mystère, je dis voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, c'est bon. Il me dit désolé, vous devez entrer un mot contenant 7 caractères cette fois-ci, ok. Mais là, c'est secret, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est 6 caractères aussi. Donc, je dis, voilà, c'est ça.
désolé, le mot entier ne correspond pas. Et il retourne toujours le mot secret. Donc, c'est à peu près ça le système. Donc, ça marche jusque-là. Donc, il nous reste tout simplement la dernière partie à implémenter. Et la dernière partie qu'on va implémenter, ce n'est nul autre que la boucle. Voilà. Donc, on va tout simplement créer la boucle qui va tourner en fond, voilà, notre programme. Mais bon, comme je suis tout simplement un fanatique des fonctions, on va également créer une fonction, voilà, qui va gérer tout ça. Donc, je vais dire que des fois, une fonction que j'appelle généralement play, quand c'est un jeu, voilà. Donc, la fonction play va prendre en entrée un dictionnaire. Voilà, c'est-à-dire qu'on va tout simplement passer à la fonction le dictionnaire qu'on veut qu'il passe. Dans la fonction play, tout ce qu'on va faire, c'est qu'en tout premier, vous l'aurez deviné, on va te dire simplement que tu vas appeler la fonction generate mystery word, d'accord? Donc, on va dire que tu vas appeler generate mystery word auquel tu vas passer dictionnaire, d'accord? Donc, on va le dire, tu vas passer simplement dictionnaire à cette fonction et tu vas récupérer en retour un mot, ok, et un mot mystère, d'accord, que tu vas récupérer. Ensuite, tu vas définir une fonction, une variable loop que tu vas mettre à false, d'accord? Voilà. Bon, à true, d'accord? L'appelez-vous, on le met à true. Donc, on va dire une variable false que tu vas le définir à true. Une fois que ça, c'est bon, tu vas lancer la boucle. Tu vas dire que while, ok? Tu vas dire while et loop. Donc, on va lui dire que tant qu'il y a loop, qu'est-ce qu'il va faire? Tant qu'il y a loop, c'est très simple. Il va d'abord afficher mystery. Rappelez-vous, il doit toujours afficher le mot mystère. Après avoir affiché ça, il va récupérer la donnée utilisateur. On va dire, essai utilisateur. Est-ce qu'on a un mot ici? On a un mot. Donc, on va dire tout simplement, je vais l'appeler également ici user try. Donc, comme c'est libre, je vais dire user try égale alors à input du message qu'il va afficher. On va lui dire quoi comme message? Quel est le mot caché? Donc, on va lui dire quel est le mot caché. Voilà. OK. Donc, après avoir récupéré la donnée utilisateur, qu'est-ce qu'on fait? Rappelez-vous, on va appeler la fonction checkIt. Donc, on va appeler checkIt ici. Maintenant, si je dis que utilise checkIt auquel tu vas passer d'abord mystère, on l'a, d'accord? Ensuite, tu vas passer mot, on l'a aussi. Et en dernier, tu vas passer user try qui est égal également à user try. C'est bon. Donc, tu fais ça. Maintenant, rappelez-vous, checkIt retourne toujours trois valeurs. Donc, il va nous retourner un booléen, d'accord, qui indique le statut s'il a perdu ou s'il a gagné. Ensuite, il va nous retourner un message qu'on va afficher et il va nous retourner mystère qu'on doit récupérer puisque mystère risque de changer à chaque fois qu'on appelle la fonction. Donc, on va les récupérer ici. Donc, si je dis par exemple status ici, ensuite, c'est mot, je ne me trompe pas, non, status, ensuite c'est msg pour message et ensuite mystère. Voilà l'ordre des choses qu'on doit récupérer. Donc, mystère, c'est la même variable. Donc, elle va tout simplement remplacer mystère par le tout nouveau mot mystère qu'il a généré. Donc, ça, c'est correct. Et ensuite, on va venir faire print de msg. Voilà. Donc, en temps normal, le programme, il est déjà fini. C'est tout ce qu'on a à faire. Mais, on a un tout petit souci. En fait, loop ici ne change pas à l'intérieur. Il va falloir qu'on gère le cas où loop doit changer. Tant que loop ne passe pas à false, et ben, la fonction va tout le temps continuer de s'exécuter en fait. Pour le faire, on va se servir de l'état de statut ici. D'accord? On va se servir de l'état du statut. C'est-à-dire que si l'utilisateur n'a pas trouvé, dans ce cas, on continue la boucle. Mais si l'utilisateur a trouvé, dans ce cas, on arrête la boucle. Avant, on générait le cas où c'est true. Donc, tant que c'est vrai, il continue, mais tant que ça devient faux, il arrête. Mais là, il doit continuer tant que c'est faux, et seulement quand c'est vrai, il va arrêter. D'accord? Maintenant, là, comment est-ce qu'on doit gérer?
En fait, il y a toujours plusieurs approches. La première façon de faire, c'est tout simplement utiliser statut pour changer l'état de loop. Et là, il va falloir qu'on crée des conditionnements pour le faire. Mais en fait, il n'y a pas besoin de le faire. Ici, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement utiliser directement statut ici. Donc, on va tout simplement dire que, mais en fait, c'est pas statut, on va récupérer simplement loop. Puisque on fait rien d'autre avec ça, c'est tout simplement pour permettre à la boucle de relancer et tout. Donc, c'est tout simplement une valeur indicatoire, en fait, qui nous dit simplement si oui ou non l'utilisateur a trouvé ou n'a pas trouvé. Est-ce qu'on doit continuer, on doit arrêter? C'est tout simplement ce à quoi la variable va servir. Donc, on peut simplement remplacer ça avec loop. Maintenant, rappelez-vous du fonctionnement. Tant que c'est faux, en fait, quand c'est faux, il va arrêter, mais tant que c'est vrai, il va continuer. Pourtant, nous, on a programmé de sorte à ce que loop récupère faux pour continuer et vrai pour arrêter. Donc, on va modifier un peu la structure. Là, on va plus dire que true, on va dire ici false. D'accord? Donc, de base, on le met à false. Et ici, on va lui dire que, en fait, tu vas continuer tant que true n'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez? Donc, on lui dit que why not loop, tant que true n'est pas vrai, tant que loop n'est pas vrai, tu vas tout le temps continuer de réitérer, voilà, la boucle encore et encore et encore, jusqu'à ce que loop soit vrai. Donc, quand loop va prendre la valeur de true, c'est-à-dire que quand l'utilisateur aurait compris et rempli la bonne indication, voilà, le bon mot, mais c'est là, on récupère vrai ici et en ce moment, on va arrêter automatiquement la boucle. D'accord? Donc, déjà, là, on n'a plus besoin de tout ça pour le test. Il suffit simplement que j'appelle ma fonction play, ok, que je lui passe au nom de dictionnaire. Il va fonctionner puisque je lui ai passé un dictionnaire par défaut. Donc, il doit tourner sans problème si j'exécute. Voilà, il va fonctionner. Vous allez le voir. Il me dit mystère. Si je lui dis, bah, je lui dis d'abord n'importe quoi, il va me dire désolé, vous avez entré. Le mot entrée doit contenir 7 caractères. Donc, vous voyez que là, il a continué, il n'a pas arrêté. Si je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je lance, le mot entier ne correspond pas. Et il regarde toujours ça. Mais dès que je vais passer mystère, là, il me dit félicitations, vous avez trouvé le mot caché qui est mystère. Donc, on vient de factoriser ensemble notre fonction. Là, déjà, le nombre de lignes de code le dit. Vous allez le voir ici. Là, on est à 47. Par contre, là, on est à 57. Donc, pratiquement 10 lignes de plus. Ce qui est logique puisqu'on a créé quand même des fonctions, on a créé des trucs. Mais ce code est facilement maintenable. Vous l'aurez remarqué. Vous voyez que là, contrairement à tout ça, la structure qu'on a eu à faire ici qui est quand même assez complexe, regardez les nombres d'indentations qu'on a ici. C'est simplement qu'il y a tellement d'implications que c'est très compliqué. Alors que là, c'est très facile. Simplement, tout simplement, voilà, 2 à 3 indentations et c'est bon. Donc, un code qui est facile à maintenir, très facile à lire et à comprendre. Donc, c'est ça en fait un code très bien factorisé. Maintenant, tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est simplement de passer à appeler notre dictionnaire qui est là, voilà, et il va piocher continuellement à l'intérieur pour le faire, voilà. Donc, il suffit maintenant de lui maintenant appeler que bon, tu vas piocher maintenant dans dictionnaire. Ok. Donc, une fois qu'on lui passe dictionnaire et que je relance le programme, vous allez voir de vous-même que, voilà, il va piocher dans le dictionnaire. Et comme il y a test toujours dans le dictionnaire, je dis test. Et voilà. Donc, si je relance, il va me dire vie. Si je relance à nouveau, il me dira mystère. Voilà. Donc, c'est très bien ça. Donc, voilà. Je pense que c'est bon comme ça. Je pense qu'on a fini tout ce qu'on avait à faire. Maintenant, si vous avez des questions, s'il y a eu des zones d'ombre, voilà, n'hésitez surtout pas à laisser cela en commentaire. Je me fais toujours un plaisir de lire vos commentaires et de les répondre. D'accord? Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner au passage, pourquoi pas. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage toujours à continuer. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons aborder ensemble les tables de H. Ciao.